Ce qui devait être un simple trajet familial s'est transformé en rencontre impossible. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande fortement d'aller voir la première partie pour pouvoir comprendre celle-ci et la suite. Un objet immense, silencieux, une perte de temps inexpliquée. Cette nuit-là, Jérémie a compris qu'il y a quelque chose qui venait de franchir une limite. C'était que le début, dans la dernière vidéo, Jérémie s'arrêtait avec sa famille dans un motel parce qu'il était exténué. Alors après avoir quitté la station-service en chemin pour Atlanta, ils sont en route, ils parlent pas beaucoup, il y a l'impression de mouvements étranges, presque irréels. La fatigue est écrasante, comme si son corps était vidé d'énergie. Alors à Atlanta, il y a le motel qui apparaît par hasard, au bord de la route. Jérémie ne se souvient pas d'avoir cherché un endroit précisément, mais il avait juste besoin de se reposer. À l'intérieur, tout semble légèrement décalé. Les lumières sont trop vives. Les sons sont trop étouffés. Le temps semble s'étirer. Les enfants s'endorment immédiatement sans se poser de questions, comme si leur corps savait avant leur esprit. Jérémie et sa femme, eux, restent réveillés. Sont vidés, mais sont incapables de se détendre. Leurs esprits reviennent sans cesse à la lumière, à l'objet, au silence, au bourdonnement. Ils arrivent à s'endormir, mais au plein milieu de la nuit, Jérémie se réveille. Il est debout dans la salle de bain. Il a un stylo dans la main droite. Devant lui, sur le comptoir, il y a un reçu de l'hôtel. Il ne sait pas comment il est arrivé là, ni comment le reçu d'hôtel s'est retrouvé là. Il prend le papier puis il tourne. Au dos du papier, des formes sont tracées, des formes géométriques, des carrés, des lignes, tout en ligne. Des motifs géométriques précis, méthodiques. C'est pas des gribouillis, c'est vraiment des symboles. Jérémie les regarde sans les reconnaître, mais avec un sentiment de familiarité, comme s'il y avait un sens, mais lequel? Une vague de malaise le traverse. Il sent que quelque chose vient de se produire, quelque chose d'important, mais complètement hors de sa mémoire consciente. Il écrit un seul mot, presque par réflexe, « What the fuck », W-T-F. Puis il repose le stylo, puis il retourne se coucher, puis il se rendort. Le lendemain matin, ils reprennent la route pour le Colorado. Le ciel est clair, la route est normale, mais il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui s'est produit, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur ou un objet dans le ciel. Jérémie, désormais, l'emporte avec lui. Jérémie comprend pas encore qu'est-ce qui arrive, mais il sait seulement qu'une chose. Qu'est-ce qu'il a vécu cette nuit-là, il appartient plus complètement. Quelque chose communique avec lui, puis tôt ou tard, quelqu'un devra l'entendre. Après l'observation, tout a changé. Les nuits ont changé. Des symboles, des réveils sans souvenir, des messages écrits à son insu. L'expérience désormais ne venait plus du ciel, mais elle passait au travers de lui. Si vous n'avez pas vu ma première et ma deuxième vidéo, je vous recommande fortement d'aller voir les deux premières vidéos avant de regarder celle-là. C'est un témoignage extraordinaire qui vient de nous apparaître il y a quelques semaines, de témoins, d'ovnis puis de transmission. Alors, je vous remercie d'écouter. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, on commence ça. Pendant un long moment, Jérémie va tout garder pour lui. Il écrit, il classe, il empile les feuilles sans chercher à comprendre. Son réflexe militaire, c'est de ne pas interpréter avant d'avoir des données solides. Mais les épisodes nocturnes continuent puis deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus régulières et précises. Les symboles ne sont plus frénétiques, ils suivent une structure, un rythme. Jérémie commence à comprendre que ce qu'il écrit, ça vient pas d'un rêve, mais d'un état intermédiaire, quelque part entre la veille et le sommeil. Il n'intervient pas, il transcrit. C'est à ce moment-là qu'il décide de contacter l'investigatrice, la journaliste Linda Moulton Howe. Ça fait très longtemps qu'elle était investigatrice pour les UFO. C'est une très grande dame. Linda, elle l'aborde pas comme un croyant. Elle lui parle pas ni d'extraterrestres, ni de spiritualité. Elle va lui poser des questions simples et méthodiques. Quand ça a commencé? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui a changé? Elle va lui demander une chose essentielle, ne rien corriger, ne rien rationaliser après coup,
Écrire exactement ce qui t'apparaît, même si ça fait aucun sens. Jérémie lui remet des dizaines de pages, des symboles, des grilles, des variations presque imperceptibles. Linda comprend rapidement que ce qu'elle a devant elle, c'est pas d'écriture automatique ordinaire. Alors, elle va faire appel à des chercheurs. L'analyse va révéler quelque chose d'inhabituel. À première vue, les symboles ressemblent à un système binaire rudimentaire. Mais en le regardant de plus près, ça fonctionne pas sur un seul niveau. C'est un code binaire qui fonctionne par couche. Il y a un scientifique qui a identifié un code binaire multiplexé, une méthode extrêmement rare, presque jamais utilisée dans les systèmes humains courants. Chaque symbole porte plusieurs informations simultanément. La forme transmet une donnée, le remplissage en transmet un autre, l'épaisseur de l'ombre ou de la ligne en transmet une autre. Autrement dire, chaque symbole contient 3 messages distincts superposés. Ce type de codage est conçu pour transmettre beaucoup d'informations dans une durée très courte, avec un minimum de redondance. C'est pas intuitif, c'est pas émotionnel, c'est fonctionnel. Les messages ne racontent pas une histoire personnelle, ça parle pas de Jérémie, ça parle de l'humanité. Les mots qui reviennent le plus souvent une fois décodés sont simples et troublants. Surveillance, transmission, origine, technologie, responsabilité, point critique. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'endroit précis, il n'y a pas de nom, comme si ces détails n'étaient pas pertinents. Un détail glace les chercheurs. Le contenu, la structure et même certains symboles correspondent presque parfaitement à un autre cas militaire, Jim Penniston, impliqué dans l'incident Rendlesham Forest en 1980. Même profil, même type de rencontre, même perte de temps, même écriture automatique, même message non narratif. 2 hommes, 35 ans d'écart, même logique de communication. C'est plus un cas isolé, c'est un schéma. Peu après, une autre expérience survient. Cette fois-ci, elle n'est plus symbolique. Une nuit, Jérémie et sa femme sentent une angoisse soudaine, brutale. Pas une peur irrationnelle, une alerte instinctive. Ils vont regarder par la fenêtre en arrière de leur maison. Dans la rue, sous un éclairage faible, se tiennent 3 formes. Sont pas floues, sont nettes. Humanoïdes de grande taille, minces, entièrement sombres comme si elles absorbaient la lumière. Aucun visage, aucun détail, pas d'yeux visibles, pas de bouche. Ça se déplaçait pas comme des humains. Leurs mouvements sont lents, mesurés, synchronisés. Et pas erratiques, pas hésitants. Jérémie change de pièce, puis ils sont encore là. Ça semblait observer, pas espionner, mais juste là, observer. Comme si leur présence était intentionnelle, non agressive, mais juste pour montrer qu'ils sont là. L'instinct de Jérémie prend le dessus, puis ses enfants sont là, fait qu'il se place devant ses enfants. Lorsqu'il rouvre ses rideaux, les formes sont disparues. Pas de pas, pas de bruit, pas de traces. Il y a des enquêteurs qui sont venus examiner le camion de Jérémie lors de sa rencontre. Malgré que Jérémie a fait laver son camion une fois depuis, ils ont pu détecter de la radiation, des anomalies magnétiques, une concentration plus élevée du côté du conducteur. Les instruments réagissent fortement jusqu'à ce que Jérémie s'approche de son camion. À ce moment-là, les mesures chutent brusquement, comme si quelque chose interférait encore avec les capteurs. Les chercheurs s'entendent sur un point. Le message n'est pas émotionnel, c'est pas spirituel, c'est pas là pour convaincre, c'est informatif. Quelque chose observe l'humanité, quelque chose surveille son évolution technologique, quelque chose communique par cycle à des individus précis, dans des contextes précis. Ce qui se présente comme un conseil ne se décrit pas comme des individus, mais comme un collectif. Le message est simple. L'humanité approche un seuil. Jérémie Weeks prétend pas connaître l'origine de ce qui communique avec lui, prétend pas savoir ce que ça signifie, fait juste transmettre, parce que ce qu'il a vu dépasse son histoire personnelle, puis peut-être que le message n'était pas destiné qu'à lui seul. Alors c'est la fin de son histoire,
Si vous avez aimé mes vidéos, je vous invite à me liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis on se reparle au prochain lanceur d'alerte. À la prochaine. Merci.